La santé des sols, oui, c'est important. On est en perpétuelle recherche d'amélioration. Le secteur maraîcher au Québec, c'est super important, c'est notre sécurité alimentaire. Le sol, c'est pas juste un substrat, c'est un milieu de vie. Le sol n'est pas une ressource renouvelable et c'est pour ça qu'il faut y faire attention si on veut pouvoir produire des légumes pendant longtemps. En maraîchage, on utilise beaucoup de machinerie, parfois au détriment de la qualité des sols. L'appel de l'appel. 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 On est en rotation avec un de mes voisins, mais en même temps, on essaye aussi d'introduire des engrais verts et une céréale aussi à travers ça. Moi, je vais faire, mettons, des carottes une année, du zucchini l'année suivante. Lui, il va faire des oignons, il va faire du brocoli. On va revenir avec une céréale. Puis là, moi, j'en reviens. Je cultive 8 blocs de terre. Les textures vont du loam sableux à loam argileux. Du bas du champ à le haut du champ, mettons, sur un 4000 pieds de long, il peut y avoir 3 types de sol. Ça fait que l'humidité change, tout change. Je me promène avec une pelle dans le pick-up. S'il y a quoi que ce soit, on vérifie, on creuse. Des fois, c'est pour faire des rigoles de surface aussi, là. Je suis prêt! On n'a pas le choix, là. Il faut se promener, il faut fouiner. Ça, c'est ma pelle pour vérifier les problématiques que j'ai dans mon champ. Bien, c'est sûr que sur les entreprises maraîchères, particulièrement celles qui ont des légumes qui sont destinés à l'entreposage puis que les récoltes sont à l'automne assez tard, ben là, on a tout le temps le risque d'avoir des conditions plus humides aussi, plus pluvieuses. Souvent, on va rencontrer dans des sols, particulièrement les sols les plus lourds, de la compaction liée à ce travail-là. Dans le légume, il y a des choses, des fois, qu'on peut pas remettre au lendemain. Il faut y aller. Et des fois, là, on vient comme un peu hypothéquer la terre pour une année ou deux parce qu'on a forcé un peu les choses. Puis après ça, il faut trouver une solution pour la ramener et, en même temps, garder notre sol en santé. À la ferme ici, il y a les carottes. C'est une semence très petite. On veut un bon contact sol-semence pour s'assurer d'une formité au niveau de la levée. Puis on se rend compte justement que quand les conditions de sol n'étaient pas adéquates pour préparer le lit de semence, que là, souvent les producteurs ont à refaire des semis. Du 40, c'est ça qu'on veut. On a à prendre le sol pour souvent en plus le buter. Fait qu'on va venir travailler sur toute la largeur du champ, puis on va pouvoir faire des amas de sol qui vont permettre à ce que, exemple dans la carotte encore une fois, là, que la carotte épouse de manière très droite. L'idée d'avoir un sol à ces meubles en surface, ben là, on vient les briser, nos agrégats, on vient briser notre structure de sol. Puis là, on se rend compte qu'après ça, ben on a à retravailler pour le récupérer, là, pour réussir à restructurer, à reformer des beaux agrégats qui vont permettre d'améliorer la rétention d'eau pour la culture, puis après ça, de garder une vie microbienne aussi là-dedans. En 2022, j'ai obtenu une subvention de recherche dans le cadre du plan d'agriculture durable pour spécifiquement explorer la problématique de santé des sols en production légumière au Québec sur les sols minéraux. On a 50 fermes qui se sont joints au projet. Environ 50% sont en production biologique et 50% en production conventionnelle. On est allé sur la Côte-Nord, en Gaspésie, jusqu'en Abitibi. On a vraiment couvert le Québec et on a pris des échantillons de sol sur les fermes en production légumière et on a fait vraiment un état des lieux. On avait différents indicateurs qui visaient à caractériser la santé des sols physiques, comme par exemple la compaction, la santé des sols chimiques, comme par exemple la fertilité, et la santé des sols biologiques, comme la matière organique ou l'activité des micro-organismes du sol. Deuxième volet, on a testé des pratiques en ferme expérimentale, toutes sortes de pratiques de conservation des sols. En production légumière, en sol minéral, c'est une production qui, à la base, est intensive. On travaille beaucoup le sol, on a peu de résidus, on fait peu de retour de matière organique. On a tendance à avoir des rotations qui ne sont pas des rotations qui vont apporter de la matière organique, des résidus qui vont laisser des racines au sol. Donc, tout ça fait en sorte que c'est un grand risque de dégrader le sol. Stéphane, dans sa régie de production de carottes et de courgettes, utilise plusieurs types de machinerie. Tout d'abord, il utilise en début de saison au printemps un vibroculteur avec peigne à l'arrière. C'est un équipement très courant chez les maraîchers pour permettre de travailler le sol en début de saison. Le vibroculteur, si utilisé évidemment à trop grande fréquence,
trop grande vitesse, mauvais ajustement, va venir effectivement rapetisser les agrégats de sol. Stéphane utilise une machine pour lui permettre de faire un tout-en-un au niveau de la création de la butte ainsi que le semis de la carotte. Alors, cette machine-là comporte une première série de dents. Ensuite, il y a une section rotocultrice, un renchausseur qui va venir ramener la terre sur une butte, un ensemble de rouleaux rotatifs inverses et finalement, on va avoir un semoir de précision. Il va passer avec un sarcleur renchausseur. Donc, il va pouvoir ramener l'engrais qui a été déposé dans le centre des rangs vers les buttes. Passer un sarcleur renchausseur dans un sol peut, selon l'ajustement de la machine qui a été fait, peut être très agressif, voire nocif pour notre sol. Après la récolte des courgettes, Stéphane va passer dans ses champs une herse à roulettes dans un sens, puis par la suite dans un deuxième sens, environ à 90 degrés, pour vraiment hacher son paillet de plastique pour aider à l'incorporation dans le sol. Et on va l'utiliser à une profondeur d'environ 6 à 8 pouces. C'est une machine qui va malheureusement quand même pulvériser les agrégats. La herse à roulettes, comme Stéphane l'utilise, n'est pas aussi agressive sur le sol qu'un chisel peut l'être. Dans l'optique où on ne voudrait pas avoir à hacher le paillis biodégradable et que Stéphane veut tout de même utiliser du plastique, il faut évidemment le retirer. On peut avoir une machine qui va permettre de le rouler et d'avoir un volume relativement réduit de déchets. Le chisel va être une machine que Stéphane utilise en fin de saison à la place de la charrue. On minimise le travail du sol avec cet outil-là. Ça diminue les frais d'utilisation au niveau carburant. C'est moins agressif, évidemment, parce qu'on peut conserver une couche de sol qui va avoir des résidus. Ça élimine évidemment l'érosion hydrique. J'ai un de mes champs que c'est plus difficile à gérer, oui. Un type de sol que c'est plus délicat. Ça a 1,8 hectare, c'est tout petit. Même, tu vois, je regarde là justement pour peut-être le transférer en aspergerais. C'est un beau type de sol, c'est pas un sable, mais qui se draine quand même bien. Mais s'il y a une zone de compaction, c'est là que les problématiques arrivent. Avant d'aller creuser, c'est toujours bien d'aller se documenter. Ça nous permet d'avoir une image ou de soupçonner des problématiques rencontrées. Il y a plein d'outils qui existent pour améliorer notre efficacité avant d'aller au champ. On peut aller consulter des cartes de sol. Une fois qu'on aura déterminé les séries qu'on devrait rencontrer, on va aller lire sur cette série-là. Puis rapidement, on va avoir des informations qu'on peut obtenir. Par exemple, on pourrait regarder les fiches synthèse de série de sol et rapidement, d'un coup d'œil, on sait qu'il va y avoir peut-être des problématiques au niveau du drainage des sols, de la gestion de l'eau dans ces sols-là. Par exemple, ici à la ferme, le champ 9D, on est sur la série qu'on nomme Sainte-Rosalie. La série Sainte-Rosalie, c'est un sol très lourd, des sols argileux. Les problématiques qu'on va rencontrer vont toucher beaucoup à la gestion de l'eau. C'est des sols qui vont nécessiter du drainage superficiel, du drainage souterrain aussi. C'est des sols aussi qu'il va falloir faire attention à la compaction. C'est des sols fins. On vient de creuser un profil de sol. Il y a quelques jours, le producteur a passé une sous-soleuse pour essayer de décompacter son champ. C'est un champ qui a tout le temps été problématique. Les dernières années, avec la pluviométrie, ça n'a pas donné des bons rendements. Ça donne bien. Hier, il a tombé, même cette nuit, il a tombé un peu de pluie. Fait que justement, on va voir si cette eau-là est bloquée par une zone compacte. Fait que nous, on va aller voir la zone qui n'a pas été travaillée entre les dents pour aller évaluer justement notre compaction. Là, on va sortir la structure de sol. Elle est présente, on le voit quand même aussi, c'est plus rugueux, les agrégats. On arrive dans une zone un peu de transition, évidemment, où là, on commence à avoir des agrégats plus grossiers. Juste en dessous, on arrive vraiment dans notre zone plus compacte, où là, notre structure, elle est plus grossière aussi. On voit même pas
de structure à la limite. Les racines ils ont aussi, essayé de se faufiler entre les blocs. Puis ça va même jusqu'au début de l'horizon B. Un peu semelle de labour ici, là. Juste en dessous de la zone un peu plus marbrée, là, on tombe là, vraiment dans notre... la structure désirée. La structure désirée du Sainte-Rosalie, là, qui est très granulaire, fine, poreuse, perméable. Fait que ça, c'est cette zone-là, c'est notre zone problématique. Puis on va aller voir si les dents ont été réussi à aller chercher ça. C'est entre 12 et 40 cm, c'est ce qu'on avait soupçonné. La zone qui est plus dense, plus compacte. En fait, on suppose que dans cette zone-là, il y a moins de porosité. Donc, la connectivité avec la porosité qui, elle, est bien présente en dessous, elle se fait pas très bien. C'est ça. Fait que c'est vraiment une compaction de surface qui, avec une dent qui peut aller sous cette couche-là, pourrait vraiment faire le travail. On voit là que la profondeur là, de la dent est allée à peu près peut-être jusqu'à une trentaine de centimètres. Puis ça l'a pas vraiment impacté là, beaucoup là, dans l'entre-rang. En principe, on veut sous-soler une seule fois. C'est comme un traitement de chimio pour un humain. On veut fracturer le sol, puis que les racines qu'on aura mis, des cultures de couverture, les racines puissent venir profiter de cette fracture-là pour elles pouvoir se développer. Dans la pratique des producteurs maraîchers, ça arrive souvent que le sous-solage est dans leur programme, là, dans leur itinéraire technique, parce qu'ils ont des pratiques, des fois dans des mauvaises conditions à l'automne, puis ils savent qu'il y a besoin pour le développement des cultures horticoles d'un sol assez meuble pour permettre la bonne implantation. Et ils mériteraient peut-être d'aller creuser plus souvent pour aller voir jusqu'où ils réussissent à aller ameublir, puis l'impact réel là, de leur passage de machinerie. La fissuration entre les deux dents, elle n'a pas été effectuée. Puis après ça, là, l'eau, elle reste stagnante, là. En dessous, ben, c'est très, très sec. Puis c'est beaucoup plus compact. Tous les constats qu'on vient de faire, on les aurait pas eus si on n'avait pas sorti la pelle puis être venu faire des profils de sol. Quand on travaille souvent et agressivement un sol, ben là, les agrégats de sol vont être pulvérisés, c'est-à-dire que là, ils vont éclater. Puis toutes les particules fines, ben là, vont migrer dans le profil. Quand on parle de compaction, en fait, on sait que la pression des pneus, ça va causer la compaction qui va être superficielle, donc en surface. Cette compaction-là, on a quand même des outils, des équipements agricoles qui vont permettre de la récupérer, de décompacter. Quand on parle de poids à la roue, on a souvent le chiffre de 3500 kg à la roue en tête parce que on sait que ça pourrait impacter sur à peu près un 24 pouces, donc un 60 cm de profond. Puis là, à cette profondeur-là, on n'a plus les équipements qu'il nous faut là, avec la force des tracteurs aussi pour réussir à aller décompacter cette compaction-là qu'on aurait causée. En pesant autant le tracteur que la remorque qui est remplie de carottes, c'est important pour nous de faire les deux là, pour voir le poids vide, mais aussi le poids plein. On arrive à des poids qui sont autour de 1500 kilos, des fois jusqu'à 2000 kilos à la roue pour ce qui est du tracteur. Puis on est à 1200, 1400 là, pour ce qui est du poids à la roue pour la remorque. Donc on est quand même assez loin de notre 3500 kilos à la roue. Stéphane s'est équipé pour ses nouveaux tracteurs là, d'un système de télégonflage. Donc, ça va lui permettre de pouvoir augmenter la pression des pneus quand il va être sur la route pour faire le transport jusqu'à la ferme, mais aussi de rebaisser la pression pour limiter la compaction de surface. Le lestage du tracteur, si on charge trop notre tracteur, on va avoir un impact négatif sur notre sol car le tracteur va être trop lourd. À l'inverse, s'il n'est pas suffisamment lesté ou chargé, on va avoir un pourcentage de patinage qui va augmenter, donc on va détruire notre couche de sol en surface.
On a remarqué de la compaction là, entre 12 et 40 cm de profondeur là, dans le champ que tu nous avais dit d'évaluer. Oui. Puis là, récemment, tu disais que tu avais passé la sous-soleuse, fait qu'on a pu constater que ça avait réussi à fracturer le sol, mais à peu près jusqu'à 30 cm de profond. Fait qu'on vise au moins 2 pouces, là, un 5 cm en bas de la zone qu'on a identifiée. Donc, au moins, il y a 45 cm de profond, il faudrait pouvoir passer. Dans les sols qui sont cultivés intensivement, il y a des problèmes de structure, mais il va y avoir aussi des problèmes de perte de matière organique parce qu'elle va aller aider la structure du sol, qui va aller aider les problèmes de compaction. Moi, c'est du fumier de cheval que je reçois gratuitement, qu'on met en tas, puis qu'on brasse là, sur une période de 2-3 ans. Puis après ça, on cible les coins où c'est plus intéressant là, de venir le mettre. C'est sûr, dans les terrains très sablonneux, on essaie de privilégier ces terrains-là. Est-ce qu'il y aurait lieu de maximiser l'implantation de soit d'engrais verts, de culture de couverture, de culture en bande? On est encore en mode recherche. Je me rends compte que c'est complexe. C'est sûr, de dire on reviendrait une année en foin, ce serait l'idéal, mais j'ai pas d'animaux. Ça fait que il faut que ça soit aussi rentable. Aussi, là. C'est sûr que c'est rentable à long terme. Dans la dernière année, l'équipe de Pleine Terre, ils ont produit un petit guide sur les cultures de couverture en production maraîchère. Il y a quelques producteurs qui ont essayé des choses. On commence à le colliger, le mettre en commun. Sur certaines fermes expérimentales là, avec lesquelles je collabore, eux, ils testent différents types de paillis, des paillis de graminées, il y a des paillis vivants aussi, il y a du paillis de seigle. Donc, faire pousser le seigle et l'année suivante, le rouler et planter au travers du seigle. Donc, ça bloque l'érosion, ça l'apporte sur le long terme de la matière organique parce que ce paillis-là va se décomposer. Pour limiter le travail du sol, le passer sarcleur, entre autres, ça, c'est une opération qui est faite assez souvent dans la production du zucchini, là, que tu disais. Oui. Ça pourrait être d'implanter une culture de couverture puis de juste de la tondre. C'est sûr que si on a déjà une culture de couverture qui est là, puis que sa fonction, c'est de compétitionner pour les mauvaises herbes, ben là, on vient d'enlever le passage du sarcleur, là. Souvent, on voit des mélanges avec du régras ou quelque chose qui ressemble quasiment plus à du gazon ou avec un peu de trèfle là, aussi mélangé avec. Ça va être facile à aller tondre. Dans le temps de mon grand-père, c'était les charrues. Quand je suis arrivé en agriculture, c'était l'introduction du chisel. J'avais bien hâte de voir où est-ce que mes filles vont aller avec tout ça. Là. Oui, salut, ça va? Au niveau des résidus en maraîchage, l'important va être au niveau de l'ajustement des machines utilisées. Selon la grosseur et la longueur des résidus, ils n'auront pas nécessairement d'impact sur le lit de semences qui va être créé par la suite. C'est pas nécessaire de tous les éliminer, mais il faut qu'il en reste dans le sol pour avoir une bonne vie dans notre sol. Stéphane a acheté un pyrodésherbeur il y a quelques années. Il l'utilise peu. C'est une technologie qui est efficace pour le désherbage. Ça va minimiser l'impact sur le sol, sur le brassage du sol. Définitivement, dans le futur, on va avoir des nouvelles technologies qui vont venir aider et simplifier la vie des agriculteurs, ne serait-ce que l'utilisation des drones, l'utilisation des robots sarcleurs ou robots désherbeurs qui vont, grâce à l'intelligence artificielle, pouvoir venir enlever les mauvaises herbes au bon moment, au bon endroit et en minimisant la compaction des sols. Avec le profil de sol, on peut mesurer l'efficacité là, de certaines pratiques. Puis c'est ça qu'il faut amener les gens à faire, là, d'aller creuser un profil de sol à différents moments ou après différents passages de machinerie aussi. La santé des sols, ça va permettre la santé des cultures, puis donc éventuellement la santé financière de l'entreprise à long terme. Pour être plus durable en production légumière, oui, il faut vraiment s'occuper de la santé des sols et ça passe par des bonnes pratiques, des pratiques de conservation qui existent déjà. Donc, on a les outils, il suffit maintenant de les mettre en place au niveau de la ferme.